Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 7 avril, puisque nous allons vivre aujourd'hui un par... Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le jour du Paris-Roubaix. Enfin, au moment où la vidéo sera publiée, parce que moi, voilà, j'ai tourné ça un peu en avance. Nous sommes le 6 avril au moment où je tourne ça. Donc si jamais il se passe des dingueries durant la nuit, je suis pas encore au courant. Mais toujours est-il que on va parler un tout petit peu de la fin du final du Pays Basque, donc avec le vainqueur de la 6ème étape et le grand gagnant du général. On va passer sur toutes les chutes, etc. Excepté Jevine qui avait été touché le plus lourdement, sur la grosse chute qu'il y avait eu lors de la 4ème étape. On va voir un petit peu son état de santé qui pouvait être grave, mais... Au final, les nouvelles sont plutôt rassurantes, fort heureusement. Ensuite, on a un invité surprise pour le Paris-Roubaix. Et enfin, on va voir où regarder Paris-Roubaix, sur quelle chaîne, à quelle heure. Et enfin, on va regarder la start list de la course du Paris-Roubaix. Et essayer de démêler qui serait le grand favori, les grands favoris. Naturellement, on pense comme ça d'office à Mathieu Van Der Poel, mais... il n'y a pas que lui, et attention, il pourrait y avoir des surprises. Donc on commence sans plus tarder. Tour du Pays Basque, Carlos Rodriguez, la 6ème étape, Juan Ayuso, le général. Quel tour du Pays Basque spécial. Alors que l'on s'attendait à une grande bataille entre Jonas Vingegaard, Primož Roglic et Remco Evenepoel sur cette 6ème étape, aucun des trois n'était présent ce samedi. Une ultime étape qui s'est encore une fois montrée décisive, puisqu'au terme des 137 km autour d'Eibar, c'est Carlos Rodriguez qui s'est imposé. Dans un final mouvementé, l'Espagnol a remporté l'étape devant Juan Ayuso qui décroche le classement général. Rodriguez lui prend la 2ème place tandis que Matthias Skelmose s'est fait détrôner et dégringole à la 43ème position du podium. Skelmose qui est passé 3ème, il a 43 secondes de retard et Rodriguez lui est à 42 secondes, donc ça se joue à une toute petite seconde cette marche du podium. En tout cas les Espagnols en forme aujourd'hui, puisque donc nous avons Juan Ayuso. Enfin non, sur l'étape, nous avons Carlos Rodriguez qui fait premier de l'étape, Juan Ayuso 2ème et c'est Marc Soler qui fait 3ème, donc les Espagnols en force aujourd'hui. Voici donc le final. Juan Ayuso remporte aujourd'hui le Tour du Pays Basque. Il succède à Jonas Vingegaard au palmarès de l'épreuve. Une semaine marquée par les chutes notamment, les blessures, les abandons et les absences à venir. Mais lui était présent, bien présent depuis le début de la saison. 2ème de Tirreno, Juan Ayuso remporte le Tour du Pays Basque et il ne disputera pas cette dernière étape à Carlos Rodriguez. Le coureur de la formation Ineos qui s'impose. Les deux. Voilà, donc Carlos Rodriguez qui a vraiment tout donné jusqu'à la fin, jusqu'au bout, pour gratter justement cette petite seconde décisive pour cette 2ème marche du podium. Bravo à lui. Je ne vais pas vous faire tout le détail de l'étape, c'est pas forcément le plus intéressant, si ce n'est qu'il y a une contre-performance, en tout cas ou une performance, on l'attendait peut-être au-dessus, c'est Sepkus, vraiment qui était pas trop en forme, il a eu du mal, il a eu beaucoup de difficultés à suivre... des attaques assez tôt dans la course, enfin assez tôt, il est resté quand même 30 ou 40 km. Donc voilà, il est pas trop en forme, donc à voir, mais pour l'instant son état de forme n'indique pas grand chose de positif. À voir du coup prochainement, peut-être après que ça fait partie de son programme de remise en forme. Voilà, à noter quand même la contre-performance de Sepkus. Tour du Pays Basque, classement de la 6ème étape, Carlos Rodriguez, Juan Ayuso, Marc Soler, c'est ce que je vous disais. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est le classement général. Donc, victoire de Juan Ayuso, Carlos Rodriguez 2ème, Matthias Skelmose 3ème. Bon, là où finalement, on est tous un petit peu déçus du fait qu'on s'attendait à une grande explication entre les 3 grands leaders. Donc, ils étaient 3 sur 4 par rapport à ceux qui seront partants sur le Tour de France. Si tout va bien, j'espère que les 4 sont toujours partants pour le Tour de France. Donc, tu as des Pogačar, a priori, pour le moment, tout va bien. Mais les 3 autres, on espère que ça va aller. Roglic, normalement oui. Vingegaard et Evenepoel, ça devrait aller aussi, on espère en tout cas. C'est surtout plutôt Vingegaard qui m'inquiète un petit peu. On passe à la news suivante, Jevine. On fait donc un tout petit point médical sur ce coureur là précisément, puisque de toute façon ça va être rappelé. Pourquoi lui on s'inquiétait un petit peu. Jevine, une minerve pendant 6 semaines, mais pas d'opération. Si l'état de santé et les blessures des 3 grandes têtes d'affiche que sont Jonas Vingegaard, Primož Roglic et Remco Evenepoel ont logiquement beaucoup fait parler, d'autres coureurs ont lourdement chuté lors de cette terrible 4ème étape du Tour du Pays Basque jeudi.
Outre le Danois, celui qui a suscité le plus d'inquiétude était certainement Jay Vine, l'Australien du AE Team Emirates, restant allongé et inerte un long moment dans le fossé en béton en bord de route. Les premiers examens dans la soirée avaient révélé une fracture cervicale et 2 fractures du corps vertébral de la colonne thoracique. Dans l'attente de nouvelles évaluations concernant la colonne vertébrale, heureusement les dernières nouvelles données ce samedi par les médecins de l'équipe, le docteur Adriano Rotuno, sont plus rassurantes quant à d'éventuelles complications. Ah, donc par contre ça concerne... Donc la colonne vertébrale, on n'a pas trop de news encore, dommage. Dommage, l'évaluation concernant la colonne vertébrale, on n'a pas encore. C'est dommage, parce que moi j'ai réellement peur qu'il y ait potentiellement un handicap physique qui survienne suite à cette chute-là. Et ce serait vraiment réellement dû aux fractures au niveau de la colonne vertébrale. Bon, en tout cas, la fracture cervicale, ça va. C'est plutôt une bonne chose quand même, hein. Soyons d'accord là-dessus. Mais on n'a pas encore toutes les infos nécessaires pour savoir comment on va s'en tirer Jay Vine. En tout cas, grosse chute. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas envie de revoir ces images-là. Une rééducation générale du corps à partir de la semaine prochaine pour Jay Vine. Ça semble logique. Ok, bon, on n'aura pas beaucoup plus d'infos jusque-là. 6 semaines, ça me semble léger, ça va être juste pour la cervicale, après le reste, on verra bien. Bien, maintenant, passons des news un petit peu plus réjouissantes, le Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, eh bien oui, peut-être que vous ne l'attendiez pas, et en effet, à vrai dire, personne ne l'attendait. C'est Tom Pidcock qui s'invite dans l'enfer du Nord quelques jours après une chute. Rappelez-vous, Tom Pidcock est tombé à la reconnaissance du chrono du Tour du Pays Basque, décidément, avant même le début du Pays Basque, il y avait déjà des soucis. Enfin bon, on peut pas imputer ça aux organisateurs, hein, soyons d'accord là-dessus. Il était déjà tombé, donc alors Tom Pidcock est déjà de retour après quelques jours seulement après avoir chuté lundi lors de la reconnaissance du prologue au Tour du Pays Basque. Tom Pidcock a annoncé sa participation à Paris-Roubaix ce dimanche. Le Britannique n'a encore jamais pris le départ de la reine des classiques en élite, mais il avait gagné l'épreuve Espoir en 2019. Voilà un bel invité surprise. Tom Pidcock a annoncé sa participation à Paris-Roubaix, sa course préférée, dimanche, une semaine seulement après sa chute au Tour du Pays Basque. Son équipe Ineos l'a également confirmé. Roubaix Baby a lancé le Britannique de 24 ans dans un petit clip posté par sa formation sur les réseaux sociaux. Voir le champion olympique et du monde de VTT se joindre aux festivités dans l'enfer du Nord était tout sauf attendu après sa chute lundi lors de la reconnaissance du prologue autour du Pays Basque qu'il avait dû quitter avant même le départ. Il se répète pas mal, hein. Alors, il dit « Mais j'ai passé une bonne semaine en fait et récupéré rapidement de ma chute. Me voilà sur Paris-Roubaix, ma course préférée. » a-t-il dit. Pidcock, 24 ans, n'a encore jamais pris le départ de la reine des classiques en élite, mais avait gagné la course Espoir et il se répète encore. J'adore la romance et la passion autour de cette course, c'est la plus spéciale de l'année, a-t-il ajouté. Pidcock sera notamment accompagné de 2 jeunes phénomènes le roller britannique Josh Tarling, il est exceptionnel Josh Tarling, je sais pas si vous avez vu le championnat d'Europe, il est exceptionnel au chrono. Et l'américain AJ, je connais pas par contre ça. Auguste, 18 ans seulement. Je connais absolument pas. Je vais être honnête avec vous. Et voici le petit clip Roubaix Baby. Roubaix Baby. Et ouais, le voilà. Donc ça va rajouter un concurrent très sérieux pour Van Der Poel. Donc c'est pas gagné pour Van Der Poel. D'ailleurs c'est pas gagné déjà de base pour plusieurs autres raisons qu'on va voir juste après. Mais la question que tout le monde se pose, c'est où et quand regarder Roubaix. Alors déjà c'est aujourd'hui, d'accord. Aujourd'hui vous n'avez rien de prévu, il n'y a rien de plus important dans votre journée que Paris-Roubaix, d'accord. S'il y a bien une bonne raison d'être devant la télé aujourd'hui, bah c'est Paris-Roubaix, il n'y a pas meilleure raison, qui est peut-être le Tour de France, mais voilà, aujourd'hui vous bloquez le calendrier, vous abandonnez tout le reste, il n'y a plus rien d'autre dans votre vie jusqu'à l'arrivée, d'accord. À quelle heure et sur quelle chaîne suivre la course en direct?
La 121e édition de la course cycliste Paris-Roubaix a lieu ce week-end. Le vainqueur 2023, Mathieu Van Der Poel, va tout tenter pour décrocher un doublé. Ici, on vous explique à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la diffusion TV de la course Paris-Roubaix en direct. Alors c'est bien beau, mais moi je veux juste que tu me donnes du coup les infos. Les infos, diffusées ce dimanche 7 avril en direct sur la chaîne France 3 et sur la chaîne Eurosport 1. Le départ de la 120e édition sera à suivre à partir de 10h50 sur France Télévisions et 11h sur Eurosport. Les commentateurs vous accompagnent pendant tout le parcours pour vous présenter les enjeux et les difficultés du tracé. Voilà, vous savez presque tout, puisque donc voici donc la start list officielle, à savoir que toujours nous sommes le 6 avril, si jamais il y a un changement de dernière minute, je ne peux pas le deviner. Ça m'est déjà arrivé sur des vidéos précédentes, j'avais annoncé les coureurs partants et finalement ça avait changé moins de 10 heures avant le départ. Ça peut arriver, mais ça reste quand même assez rare. Donc évidemment le grandissime favori c'est le vainqueur sortant, Mathieu Van Der Poel qui va défendre son titre. A noter avec lui qu'il y a Jasper Philipsen qui est très fort, c'est une course aussi, alors je sais pas s'il l'aime, mais en tout cas Paris-Roubaix aime Jasper Philipsen, il est très fort dessus, les pavés ne lui font pas peur visiblement, en tout cas ça ne l'arrête pas, donc si jamais il y a un souci avec Mathieu Van Der Poel, ils ont la carte Jasper Philipsen, et oui il n'est pas que sprinter, il est également excellent sur les classiques du Nord, vraisemblablement. En tout cas, Paris-Roubaix lui convient mieux puisqu'il n'y a pas ces monts pavés qui par contre bloquent très fort Jasper Philipsen. Donc ils ont deux cartes à l'Alpecin de Koenig. Face à eux, Decathlon G2R, donc ils ont Oliver Nyssen en favori. Ça fait un moment qu'on le voit plus. Moi j'y crois pas trop. La Visma, Lise Bike, donc il n'y a pas Wout van Aert. Il n'y a pas Christophe Laporte. Alors étonnamment, il n'y a pas Matteo Jorgensen. On a vu qu'il était fort, qu'il était en forme. À travers la Flandre, il avait été excellent. Sur le Tour des Flandres, il avait été bon. Hein, rappelez-vous, sur le Koppenberg, il n'y avait que 3 coureurs parmi les premiers qui avaient réussi à rester, à tout traverser, à faire la montée entièrement sur leur vélo. Donc Mathieu Van Der Poel, Mats Pedersen et Jorgensen. Mais là, il n'est pas là. Donc je suis assez surpris. D'ailleurs, je dis une bêtise, il y a Christophe Laporte. Oula, j'ai dit une bêtise, il y a Christophe Laporte. Mais il n'est pas, pour autant, il n'est pas le favori. Dylan Van Baarle, très intéressant, c'est un coureur qui est fort, on le sait très bien, il a déjà gagné Paris-Roubaix une fois, c'était quand? C'était peut-être en 2020, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là, plus ou moins 1 an ou 2 ans. Donc Dylan Van Baarle qui a déjà gagné Paris-Roubaix, accompagné d'un Christophe Laporte, qu'on n'a pas vu jusque-là, donc difficile de jauger son état de forme. Mats Pedersen, pour moi, si Mathieu Van Der Poel est le grand favori, pour moi le challenger juste derrière c'est Mats Pedersen. Mats Pedersen, il est fort, il est très fort. Il est du niveau d'un Wout van Aert, il est du niveau d'un Mathieu Van Der Poel, selon moi, d'accord? Ou peut-être un tout petit cran en dessous, mais ça se joue pas à grand chose. Il a largement les compétences pour gagner un monument tel que Paris-Roubaix. D'accord? Donc Mats Pedersen, il va falloir compter sur lui, compter avec lui, il ne faudra pas l'oublier, et je pense d'ailleurs que c'est l'un des principaux adversaires de Mathieu Van Der Poel. Et il en a conscience. Donc Mats Pedersen, s'il roule intelligemment, s'il ne nous fait pas un coup comme à la Paris-Roubaix, normalement, ça peut passer. D'accord? Et sur le final, on sait très bien que Mats Pedersen est un petit peu plus rapide, après c'est beaucoup la fraîcheur qui joue, on est d'accord, mais sur le papier, Mats Pedersen est plus rapide qu'à Mathieu Van Der Poel au sprint final. Donc s'il arrive juste à accrocher la roue de Van Der Poel, enfin juste, c'est une des choses les plus compliquées à faire, mais malgré tout, s'il y arrive, ça peut être dans la poche. Groupama FDJ, donc il y a Stefan Kung qui est très en forme. De là à le voir en tant que favori, leader, non, en outsider, pourquoi pas, oui. En outsider. Laurens Pitty, je l'attends aussi un peu pour voir comment il va passer ses difficultés. On a vu que sur le Tour des Flandres, on l'a pas trop vu. Alors, un peu quand même, on l'a vu un peu quand même, faut pas déconner. Mais j'attends de voir sur Paris-Roubaix ce qu'il vaut. Je les vois pas gagner. Mais par contre, je les vois bien se placer, soit avec un Laurens Pitty, soit avec un Stefan Kung. La team DSM Firmenich, alors Degenkolb, on l'avait quasiment pas vu sur le Tour des Flandres. Là, pour le coup, il était vraiment absent. Mais là, sur le Paris-Roubaix, je pense qu'il veut prendre sa revanche par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il avait été exceptionnel, d'accord. Il semblait presque être le plus fort. Finalement, il a chuté vers la fin. Je l'attends, tout le monde l'attend, enfin tout le monde l'attend, beaucoup l'attendent, et lui-même attend cette course avec impatience, pour l'avoir annoncé. Donc, coureur à suivre.
Du côté de la team Jayco Alula, eh bien, j'ai pas grand chose à dire. Ils vont se montrer dans l'échappée, ils vont tenter de faire des choses. J'en vois pas un gagner. Intermarché, Wanty, pareil. Je les vois potentiellement partir en échappée, mais je vois pas de grand leader chez eux. La Uno X Mobility, leur leader c'est Alexander Christophe, mais bon, il a plus la fraîcheur d'antan. Alexander Christophe, pareil, je le vois bien partir en échappée lui aussi. Mais à part ça, je les vois pas faire un grand numéro, à moins qu'il y ait un immense... un Alexander Christophe dans une forme exceptionnelle. Je les vois pas dynamiter la course outre mesure. Chez la UAE Team Emirates, il y a Nils Politt qui est bon, mais c'est pas encore ça. Tim Wallens, il est bon, mais c'est pas encore ça. Michael Bjerg, il est bon, mais c'est pas encore ça. Enfin voilà, il y a Morgado, il est bon, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, je les vois faire un bon positionnement. Nils Politt en tête, mais pas de là à gagner non plus ou à inquiéter les grands leaders. Ineos, du coup ils ont pas mis à jour. Ah si, ils ont mis à jour. Thomas Pidcock, alors Ben Turner était le leader. Selon moi, Pidcock, peut-être qu'il va pas être leader puisque il va découvrir Paris-Roubaix, mais soyons honnêtes, d'accord, soyons honnêtes aussi, entre vous et moi, soyons honnêtes. S'il y en a un qui peut inquiéter Mathieu Van Der Poel, alors il y a Mats Pedersen et il y a aussi Thomas Pidcock, ça change la donne, d'accord. Thomas Pidcock qui arrive, c'est pas n'importe qui, d'accord, ils se connaissent très bien, ils ont fait du cyclocross pendant des années, et ils se connaissent très bien. Les pavés, Pidcock il sait piloter, il n'y a pas de doute. Il vient du cyclocross aussi, comme je viens de dire. Les pavés, ça lui fait pas peur du tout. Et Van Der Poel ne lui fait pas peur du tout. Enfin, du tout. Peut-être un petit peu quand même. Peut-être la chose qui fait le plus peur dans le cyclisme, c'est d'être Van Der Poel. Et Van Der Poel doit avoir peur de Thomas Pidcock aussi, parce que, voilà, c'est du costaud. C'est du costaud. Et donc, moi, je veux voir ce match Thomas Pidcock face à Mathieu Van Der Poel. Et je pense qu'on va l'avoir. Et je suis déjà ultra content. Je m'en réjouis. Bahreïn Victorious. Eh bien, je vois pas grand monde faire grand chose. Soit parce que je les connais trop peu, soit parce que ils sont pas au niveau. Fred Wright, je sais qu'il se débrouille pas trop mal sur les pavés, mais il va pas pouvoir jouer avec les meilleurs. Je le vois faire un top 20 éventuellement, mais difficilement faire plus. Soudal Quick-Step, eh bien eux ça fait un moment, là cette année, ils passent complètement à côté de leur saison classique cette année. Et malheureusement, je pense que ça va récidiver encore aujourd'hui. Je les vois pas, ils ont rien, en fait ils ont donné aucune garantie, aucun argument qui pourrait nous donner confiance en eux pour faire décrocher un bon résultat. Non, je les vois pas pouvoir réussir à faire quoi que ce soit de grand. Après, un grand Casper Asgreen, un grand Yves Lampart, ça peut faire le taf. Un grand Gianni Moscon, mais ces derniers temps, c'est pas ça. La Arkea BNB Hotel, évidemment, on a Luca Mozzato qui nous a fait une très belle impression sur le Tour des Flandres. Est-ce qu'il va réussir à récidiver? Eh bien, j'ai envie de dire, s'il veut montrer qu'il est costaud, c'est le moment. Alors, c'est le moment où on va savoir si soit c'était un gros pic de forme à un instant T, ou est-ce qu'en effet, il est vraiment très à l'aise sur les pavés, sur les monts pavés, sur les classiques. Et là, ça peut changer beaucoup de choses. Donc lui, c'est un petit peu le jour de la confirmation. Soit il fait vraiment partie des très très grands, soit il a été fort à un moment donné. Vous voyez ce que je voulais dire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc Mozzato, ça va être une grosse journée pour lui, décisive sur comment le monde va percevoir ses compétences. Je sais pas si je m'exprime très bien, mais je pense que vous comprenez l'idée quand même. Donc Luca Mozzato, il faut qu'il confirme. Bora Hansgrohe, eh bien... Voilà, un peu comme la Bahreïn, j'en pense pas grand chose, soit par méconnaissance, soit parce que je les vois pas faire une grosse perf. La IF Education Easy Post, bon, on connaît évidemment Alberto Bettiol, mais lui c'est vraiment, il va faire beaucoup de jours où il est moyen, c'est pas notable quoi. Il a tendance à faire beaucoup d'efforts pour du coup avoir très peu de résultats à la fin. Il est pas récompensé par tous ses efforts. C'est pas un coureur que je qualifierais d'intelligent dans sa façon de rouler, parce qu'il est beaucoup trop généreux dans ses attaques, etc. Alors, pour les spectateurs, par contre, pour moi, c'est génial. Mais pour lui, pour décrocher les résultats, son palmarès n'est pas à la hauteur de ses compétences selon moi. J'ai peur qu'aujourd'hui fasse pas exception.
Cependant, il... Oh non, d'ailleurs, attendez, je dis une bêtise. Non, je suis en train de confondre avec Ben Illy. Je suis en train de confondre avec Ben Illy, excusez-moi. Je reprends Alberto Bettiol. C'est un coureur qui a tendance, souvent on le voit pas, mais parfois il peut avoir des journées avec. Et quand il est en forme, quand c'est son jour, il est quasiment imbattable sur le vélo. Il est trop fort. À voir. Mais franchement, j'y crois pas trop. Cofidis. Bah, Cofidis Joker. Ils ont au moins le mérite d'être là. La Movistar, il y a Oyer Lascano qui est très fort, mais je pense qu'il est quand même un cran en dessous de beaucoup. Total Energy, on attend toujours une victoire d'Anthony Turgis. Mais Anthony Turgis, je le vois bien faire encore un top 10 éventuellement. Mais je le vois pas gagner. Après, évidemment, c'est Paris-Roubaix, tout est possible. Il peut y avoir des chutes, il y a des crevaisons, il peut se passer énormément de choses. C'est ce qui fait la difficulté et en même temps la beauté de Paris-Roubaix, c'est que ça reste relativement imprévisible quand même. Donc, pourquoi pas. Lotto Destiny, il n'y a pas Arnaud Delis, il n'y a pas... Non, il n'y a pas. La Astana Kazakhstan Team, Mikhail Morkov, un grand Mikhail Morkov, ça peut faire le taf, mais ça fait un moment qu'on le voit pas trop. Kesbol, je crois pas trop. Israël Première Tech, bon bah il participe. Bingol, non bah c'est un peu pareil, après toutes ces équipes là, je pense que là les 5 dernières équipes, peut-être même la Lotto Destiny, on va les voir dans les échappées, on va les voir montrer le maillot finalement, mais de là à les voir faire un grand résultat... Ne serait-ce qu'un top 10, j'ai un peu du mal à y croire et à l'imaginer, mais j'aimerais bien être surpris, ce serait avec grand plaisir que je serais potentiellement surpris par eux. Voilà, je pense avoir fait tout le tour, j'ai fait une vidéo d'une vingtaine de minutes, bon un peu comme d'hab finalement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite un bon Paris-Roubaix, vous avez toutes les infos, si jamais même vous voulez faire des paris sportifs, faut être majeur, d'accord ? Mais il n'y a pas de mal à ça si vous arrivez à vous contrôler. J'estime que je parle à des adultes et des personnes responsables. Bon, si vous voulez donner un peu de piquant à votre course, ça peut être toujours sympa. Moi, je sais que je le fais avec parcimonie. Passez une bonne journée de course et à bientôt.